166 millions d'années. C'est le temps qu'il a fallu aux dinosaures pour dominer cette planète. 166 millions d'années de règne absolu, de puissance sans partage, de gigantisme porté à son paroxysme. Des créatures capables d'écraser un arbre rien qu'en posant le pied. Des prédateurs dont le rugissement faisait vibrer l'air à plusieurs kilomètres à la ronde. Des titans dont les squelettes, aujourd'hui encore, nous coupent le souffle dans les musées du monde entier. Et pourtant, tout au long de ce règne colossal, quelque chose vivait dans l'ombre, quelque chose de minuscule, de discret, de presque invisible. Un animal qui ne pesait pas plus lourd qu'une gomme à effacer, qui se glissait entre les racines des fougères géantes en retenant son souffle, qui attendait, immobile, que le tremblement de terre provoqué par le pas d'un sauropode s'éteigne avant d'oser bouger à nouveau. Un animal que n'importe quel dinosaure adulte aurait écrasé sans même le remarquer. Et c'est cet animal, ce petit être tremblant, ce survivant de l'ombre, ce chasseur de graines et d'insectes, qui allait hériter de la Terre. Pas l'astéroïde, pas les volcans, pas les glaciations, lui. Enfin, pas seul, pas d'un seul coup. L'histoire est bien plus longue, bien plus complexe, et infiniment plus fascinante que ce que les films de science-fiction ont jamais osé imaginer. Parce que la vérité, celle que les paléontologues ont mis des décennies à reconstituer os par os, empreinte par empreinte, molécule par molécule, cette vérité est à la fois plus humble et plus vertigineuse que n'importe quelle fiction. Les mammifères n'ont pas vaincu les dinosaures dans un combat épique. Ils les ont usés, lentement, silencieusement, en faisant exactement ce que les dinosaures ne pouvaient pas faire. Mais pour comprendre comment, il faut d'abord comprendre dans quel monde ces petites créatures ont vu le jour. Il faut remonter très loin, plus loin que le règne des tyrannosaures, plus loin que les troupeaux de tricératops, plus loin même que le premier dinosaure. Il faut remonter à l'époque où la vie elle-même cherchait encore sa forme. Nous sommes il y a 225 millions d'années. La Terre que vous imaginez n'existe pas encore. Il n'y a pas de continents tels que vous les connaissez. Pas d'Atlantique, pas d'Himalaya, pas de Méditerranée. Il n'y a qu'une seule masse terrestre immense, sèche, brûlante, que les géologues appellent la Pangée, un supercontinent unique, cerné par un unique océan mondial, le Panthalassa, dont l'étendue dépassait l'imagination. Le climat est brutal. Les saisons n'existent pratiquement pas aux latitudes tropicales, mais les zones intérieures de la Pangée sont soumises à des moussons d'une violence extrême, alternant avec des sécheresses qui durent des années entières. La teneur en oxygène de l'atmosphère est légèrement inférieure à ce qu'elle sera plus tard. Les forêts ne ressemblent à rien de ce que vous avez jamais vu. Pas de fleurs, pas d'herbes, pas d'arbres à feuilles caduques. Seulement des fougères arborescentes, des prêles géantes, des cycades aux troncs épineux, et des conifères primitifs dont les silhouettes sombres se découpent contre un ciel voilé de poussière volcanique. C'est dans ce monde-là que deux lignées vont se séparer. D'un côté, les archosaures, des reptiles puissants, agiles pour leur époque, dotés de pattes qui s'insèrent directement sous le corps, une innovation biomécanique révolutionnaire qui leur permet de courir sans s'épuiser, contrairement aux lézards qui rampent en écartant les membres. De cette lignée naîtront les dinosaures, les ptérosaures, et plus tard les crocodiliens. De l'autre côté, les thérapsides, des reptiles d'un type très différent, plus petits pour la plupart, dotés d'une mâchoire plus complexe, d'une dentition différenciée, certaines dents pour saisir, d'autres pour broyer, d'autres encore pour déchirer. Et peut-être, déjà d'un début d'homéothermie, la capacité à réguler sa propre température corporelle. De cette seconde lignée naîtront les mammifères. Mais au Trias supérieur, rien n'est encore joué. Les deux groupes coexistent. Les deux groupes se font concurrence. Et pendant un temps, ce sont les précurseurs des mammifères, les thérapsides, qui semblent avoir l'avantage. Ils sont nombreux, diversifiés, présents sur tous les continents. Puis quelque chose se produit. Quelque chose que les géologues ont retrouvé inscrit dans les couches rocheuses, comme une cicatrice dans la pierre. Il y a 201 millions d'années, à la fin du Trias, une série d'éruptions volcaniques d'une ampleur presque incompréhensible déchire la Pangée en cours de fragmentation. Ce sont les traps de l'Atlantique central, des coulées de lave qui vont recouvrir une surface équivalente à plusieurs fois la France actuelle.
Le dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère. Les températures grimpent. Les écosystèmes s'effondrent. C'est la grande extinction de la fin du Trias. Environ 30% des espèces marines disparaissent. Une grande partie des grandes formes terrestres s'effacent également. Et dans ce monde dévasté, dans ce monde de cendres et de forêts mortes, une opportunité extraordinaire s'ouvre. Les dinosaures la saisissent les premiers. Pourquoi eux? C'est l'une des questions qui occupent encore les paléontologues aujourd'hui. Plusieurs hypothèses coexistent. Peut-être leur système respiratoire, plus efficace, similaire à celui des oiseaux modernes, leur donne-t-il un avantage dans une atmosphère appauvrie en oxygène. Peut-être leur capacité à entrer en dormance lors des périodes difficiles. Peut-être simplement la chance géographique, une population qui se trouvait au bon endroit, au bon moment. Quoi qu'il en soit, au début du Jurassique, les dinosaures explosent. En quelques millions d'années, ce qui à l'échelle géologique correspond à un claquement de doigts, ils occupent tous les grands créneaux écologiques terrestres. Les herbivores géants apparaissent, les prédateurs bipèdes se multiplient, les ptérosaures colonisent le ciel, et les thérapsides, les ancêtres des mammifères, ils reculent, ils rétrécissent, littéralement. C'est l'un des faits les plus troublants de cette histoire. Pendant des millions d'années, sous la pression de la compétition avec les dinosaures, les ancêtres des mammifères vont devenir de plus en plus petits. Comme si l'évolution elle-même comprenait que la survie passait désormais par la discrétion, par l'invisibilité, par la miniaturisation. Et c'est là que commence vraiment cette histoire. Parce que cette miniaturisation, ce rétrécissement forcé, cette réduction contrainte, va déclencher une cascade de changements biologiques d'une profondeur extraordinaire. Des changements qui, sans que personne ne le sache encore, sont en train de fabriquer la machine qui va un jour prendre possession de cette planète. Mais ça, les dinosaures ne le savent pas. Ils règnent, ils se reproduisent, ils dominent chaque écosystème de chaque continent. Et dans l'ombre de leurs pattes colossales, quelque chose de minuscule attend son heure. Imaginez une nuit du Jurassique moyen, il y a 160 millions d'années. Quelque part dans ce qui deviendra un jour la Chine du Nord. La Lune, plus proche de la Terre qu'aujourd'hui, légèrement plus grande dans le ciel, projette une lumière froide sur une forêt de conifères. L'air est chaud et humide. Il sent la résine, la terre mouillée, la décomposition végétale. Sous un enchevêtrement de racines, quelque chose bouge. Une petite forme, pas plus grande que votre poing fermé. Des yeux immenses, sombres, adaptés à la vision nocturne. Des oreilles dressées, pivotant comme des antennes au moindre son. Un museau pointu qui frémit sans cesse, analysant l'air en temps réel. Une fourrure dense, oui, déjà de la fourrure, qui retient la chaleur corporelle comme une couverture isolante. Cette créature s'appelle Juramaya sinensis. Elle a été découverte en 2011 dans la province du Liaoning, en Chine, par une équipe dirigée par le paléontologue Jixi Luo de l'Université de Chicago. Son fossile, extraordinairement bien préservé, date d'il y a 160 millions d'années. Et il a tout changé. Parce que Juramaya sinensis est, à ce jour, le plus ancien mammifère euthérien connu. Euthérien. Ce mot technique cache quelque chose d'essentiel. Les euthériens sont le groupe dont nous, les humains, sommes issus. Le groupe des mammifères placentaires, ceux qui portent leurs petits jusqu'à un stade de développement avancé avant de le mettre au monde. Tigres, baleines, éléphants, chauves-souris, rongeurs, primates, tous sont des euthériens. Nous sommes tous les descendants de cette lignée dont Juramaya représente l'un des tout premiers membres connus. Et cette créature vivait il y a 160 millions d'années, au cœur du règne des dinosaures. Son fossile mesure quelques centimètres, ses os sont fins comme du papier, mais il raconte une histoire extraordinaire. Une histoire que les chercheurs ont pu lire grâce à une technique qui aurait semblé magique aux paléontologues d'il y a 50 ans, le scanner à rayon X à haute résolution, qui révèle chaque détail osseux sans qu'on ait besoin de toucher le fossile. Ce que le scanner a montré est révélateur. Les membres de Juramaya sont articulés de façon à permettre une grimpe efficace. Elle vivait dans les arbres. Ou du moins, elle savait y monter, pour fuir, pour chercher des insectes, pour dormir hors d'atteinte des prédateurs terrestres. Ses dents sont petites mais complexes, des molaires en forme de W, ce que les paléontologues appellent des molaires tribosphéniques, capables de traiter une grande variété d'aliments. Insectes, vers, petites graines.
peut-être des œufs volés à un nid mal gardé. Elle était opportuniste, flexible, adaptable. 3 qualités qui, dans un monde dominé par des géants, valent de l'or. Mais Jura Maya n'était pas seul, loin de là. Le Jurassique et le Crétacé ont abrité une diversité de mammifères primitifs bien plus riche que ce que l'on imaginait il y a encore quelques décennies. Chaque nouvelle découverte repousse les limites de notre compréhension, et certaines de ces découvertes sont proprement stupéfiantes. Prenez Castorocauda lutrasimilis, découverte également dans les gisements du Liaoning. Datée d'il y a 164 millions d'années, cette créature brisait tous les schémas établis à l'époque de sa description en 2006. Elle pesait entre 500 grammes et 1 kg, énorme pour un mammifère du Jurassique. Elle avait une queue aplatie comme un castor, des membres adaptés à la nage et des dents conçues pour attraper des poissons. Un mammifère aquatique, au milieu du Jurassique. Alors que le dogme scientifique répétait depuis des années que les mammifères de l'ère des dinosaures étaient tous de petits insectivores nocturnes cantonnés à une existence misérable dans les sous-bois. Castorocauda a démontré que c'était faux, et elle n'était pas la seule exception. Repenomamus robustus, trouvé dans le même gisement du Liaoning, était un mammifère de la taille d'un blaireau, environ 1 mètre de long, dont l'estomac fossilisé contenait les restes d'un jeune psittacosaure, un dinosaure, mangé par un mammifère, il y a 130 millions d'années. Ce n'était pas un monde où les mammifères se contentaient de trembler sous les pattes des dinosaures. C'était un monde où les mammifères expérimentaient, tâtonnaient, essayaient des formes, des régimes, des modes de vie. Certains restaient petits et nocturnes, d'autres devenaient semi-aquatiques, d'autres encore devenaient des prédateurs actifs. Mais pourquoi cette diversité n'a-t-elle pas abouti à une domination plus rapide? Pourquoi a-t-il fallu attendre encore 100 millions d'années? La réponse se trouve dans la biologie profonde de ces animaux, dans les contraintes que l'évolution leur avait imposées et dans les solutions extraordinaires qu'ils avaient développées pour y faire face. Commençons par la taille. La miniaturisation dont nous avons parlé n'était pas qu'un désavantage subi passivement. Elle s'accompagnait d'une série de conséquences biologiques en cascade, dont certaines se sont révélées être des atouts formidables à long terme. Un animal de petite taille a un rapport surface-volume élevé, ce qui signifie qu'il perd de la chaleur corporelle beaucoup plus rapidement qu'un grand animal. Pour un ectotherme, un animal à sang-froid comme un reptile, c'est catastrophique. La chaleur corporelle dépend de la chaleur ambiante, et un petit corps se refroidit si vite que la moindre nuit fraîche devient une menace mortelle. Mais les mammifères, eux, étaient endothermes. Ils produisaient leur propre chaleur. Et pour un petit animal, cette capacité n'était pas juste utile, elle était absolument critique. Elle permettait de rester actif la nuit, quand les dinosaures ralentissaient. Elle permettait de fonctionner à l'aube et au crépuscule, dans les heures de transition thermique. Elle permettait de survivre dans des environnements plus froids, à des altitudes plus élevées, dans des zones que les grands reptiles évitaient. Mais produire sa propre chaleur a un coût énorme. Un mammifère de la taille d'une souris doit manger l'équivalent de son propre poids en nourriture tous les 2 à 3 jours. C'est une contrainte métabolique extraordinaire. Son cœur bat à plusieurs centaines de pulsations par minute. Son cerveau consomme une proportion écrasante de son énergie totale. Son tube digestif travaille en permanence. Pour faire face à ce coût, les premiers mammifères ont développé quelque chose que les dinosaures ne possédaient pas au même degré. Un cerveau disproportionnément grand par rapport à leur corps. Pas un cerveau plus gros en taille absolue, bien sûr, mais un cerveau plus développé en proportion corporelle. Un cerveau dont les zones sensorielles, l'olfaction, l'audition, la vision nocturne, étaient hypertrophiées, au point de transformer ces animaux en instruments de détection ambulants. Des recherches publiées dans la revue Science en 2011 ont permis de reconstruire virtuellement le cerveau de 2 mammifères primitifs, Morganucodon et Adrocodium, à partir de leurs crânes fossilisés scannés en 3 dimensions. Les résultats étaient frappants. Le bulbe olfactif de ces animaux était proportionnellement 2 à 3 fois plus grand que celui de leurs ancêtres reptiliens. Le néocortex, la région associée au traitement de l'information complexe, était déjà en expansion. Ces petites créatures ne survivaient pas en étant plus fortes que les dinosaures. Elles survivaient en étant plus intelligentes, plus réactives, plus conscientes de leur environnement.
Et cette intelligence avait une autre conséquence extraordinaire que l'on commence seulement à mesurer dans toute sa profondeur. Elle permettait d'apprendre. Un jeune dinosaure naissait avec un répertoire de comportements largement câblé dans son système nerveux. Ses instincts le guidaient. Il savait instinctivement fuir, chasser, s'alimenter. La capacité d'apprentissage existait, bien sûr. Les dinosaures n'étaient pas de simples automates. Mais elle était limitée. Un jeune mammifère primitif, lui, naissait dans un état de développement incomplet, dépendant, vulnérable. Il avait besoin de soins parentaux pour survivre. Et cette dépendance, cette vulnérabilité apparente, cachait un avantage prodigieux. La période de soins parentaux prolongés créait une fenêtre d'apprentissage. Une période pendant laquelle le cerveau en développement absorbait des informations sur l'environnement, sur les dangers, sur les sources de nourriture. Les comportements pouvaient être transmis d'une génération à l'autre, non pas uniquement par les gènes, mais par l'expérience partagée. C'était l'embryon de quelque chose qui allait, des dizaines de millions d'années plus tard, devenir la culture. Mais en ce milieu du Mésozoïque, ces avantages restaient contenus, bridés, comme une source d'énergie immense sous une valve presque entièrement fermée. Parce que les dinosaures tenaient toujours la valve. Ils contrôlaient les grandes niches écologiques, les grands herbivores, les grands prédateurs, les espaces ouverts, les forêts denses. Ils étaient partout, dans toutes les tailles, dans toutes les formes. Et les mammifères, aussi inventifs soient-ils, ne pouvaient pas rivaliser directement. Alors ils ont fait quelque chose de profondément remarquable. Ils ont cessé d'essayer. Ils se sont glissés dans les espaces que les dinosaures ne voulaient pas. Les terriers étroits sous la roche, les cimes des arbres les plus fragiles, les nuits froides et sans lune, les cours d'eau turbulents, les zones côtières balayées par le vent. Ils ont colonisé l'invisible. Et c'est là, dans ces marges du monde mésozoïque, dans ces espaces abandonnés et méprisés, que quelque chose de décisif s'est mis en place. Quelque chose que ni les dinosaures, ni même les mammifères eux-mêmes ne pouvaient anticiper. Mais pour le comprendre, il nous faut regarder de plus près ce que ces petites créatures avaient développé dans l'obscurité. Il nous faut parler de dents qui allaient changer le monde. Une dent, un seul fragment d'ivoire fossilisé, pas plus grand que la tête d'une allumette. C'est souvent tout ce que les paléontologues trouvent. Une dent isolée, perdue dans la matrice rocheuse d'une formation géologique vieille de 100 millions d'années. Pas de crâne, pas de contexte visible. Juste cette minuscule structure minéralisée, rescapée du temps par une chance extraordinaire. Et pourtant, une dent suffit. Parce que les dents des mammifères sont les structures biologiques les plus informationnelles qui existent dans le registre fossile. Elles racontent presque tout. Le régime alimentaire, le métabolisme, la vitesse de croissance, la place dans l'écosystème, l'appartenance phylogénétique. Une dent de mammifère, pour un paléontologue expérimenté, c'est comme une carte d'identité biologique complète. Et ce que les dents des mammifères mésozoïques racontent est extraordinaire. Revenons un instant à ces molaires tribosphéniques dont nous avons parlé à propos de Jura-Maya. Ce terme barbare désigne une architecture dentaire d'une sophistication remarquable. Imaginez une molaire vue de dessus. Chez un reptile primitif, elle est simple, une pointe conique, bonne pour saisir, mauvaise pour broyer. Chez un mammifère à molaire tribosphénique, la surface est sculptée en relief complexe, avec des cuspides, des pointes, disposées selon une géométrie précise, et un bassin, une dépression, qui reçoit une cuspide de la dent opposée lors de la fermeture de la mâchoire. Ce mécanisme crée quelque chose de révolutionnaire, un mouvement de cisaillement et d'écrasement simultané. En termes simples, ces dents peuvent couper, déchirer, écraser et broyer en un seul mouvement de mâchoire. Elles peuvent traiter des aliments que les dents simples des reptiles sont incapables de gérer efficacement. Des chitines d'insectes, des graines dures, des fruits, des tubercules, des petits vertébrés entiers. C'est une généralisation alimentaire extraordinaire encodée dans la géométrie d'une dent. Et cette généralisation allait se révéler être l'une des armes les plus redoutables de l'histoire évolutive. Mais les dents ne sont que le début de l'histoire. Parce que parallèlement à cette révolution dentaire, quelque chose de tout aussi profond se déroulait dans la mâchoire elle-même, dans les os qui la composent. Et cette transformation osseuse est l'une des plus étranges, des plus remarquables, des plus contre-intuitives que l'évolution ait jamais produites. Pour la comprendre,
Il faut comparer un crâne de reptile et un crâne de mammifère. Chez un reptile, un lézard, un crocodile, un dinosaure, la mâchoire inférieure est composée de plusieurs os distincts, plusieurs os articulés ensemble pour former une structure fonctionnelle. L'os dentaire porte les dents. L'os articulaire fait la jonction avec le crâne. D'autres petits os remplissent des fonctions structurelles variées. Chez un mammifère moderne, la mâchoire inférieure est composée d'un seul os, un seul. L'os dentaire a absorbé tous les autres. La mâchoire est devenue plus simple, plus solide, mécaniquement plus efficace. Mais que sont devenus les autres os? C'est là que l'histoire devient proprement vertigineuse. Ils sont devenus l'oreille. L'os articulaire des reptiles est devenu le marteau, l'un des 3 osselets de l'oreille moyenne des mammifères. L'os carré est devenu l'enclume. Ces 2 minuscules os, coincés dans votre oreille en ce moment même, transmettant les vibrations sonores de votre tympan à votre cochlée, ces os étaient autrefois des composants de la mâchoire de vos ancêtres reptiliens. La paléontologie moderne a pu retracer cette transformation os par os grâce à une série de fossiles intermédiaires extraordinaires, notamment des thérapsides comme Morganucodon et Ionoconodon, dont les mâchoires montrent exactement les stades transitionnels de ce déplacement osseux. Ces animaux avaient encore une connexion entre la mâchoire et les futurs osselets de l'oreille, une connexion qui allait se rompre progressivement au fil des générations. Et le résultat de cette transformation? Une audition d'une précision sans équivalent dans le monde mésozoïque. Les reptiles entendent principalement par conduction osseuse, les vibrations du sol transmises directement à la mâchoire. Utile pour détecter les grands mouvements, insuffisant pour discriminer les sons fins, les fréquences hautes, les nuances subtiles de l'environnement sonore. Les mammifères primitifs, eux, entendaient dans des fréquences que les dinosaures ne pouvaient pas percevoir. Des ultrasons, des bruissements infimes, le froissement d'une feuille à 10 mètres, le battement d'ailes d'un insecte dans l'obscurité. Dans une nuit mésozoïque, un petit mammifère avait une conscience de son environnement sonore que les dinosaures ne pouvaient tout simplement pas atteindre. Et le son n'était pas son seul avantage sensoriel. Revenons à l'odorat. Le bulbe olfactif hypertrophié que nous avons mentionné n'était pas qu'une curiosité anatomique. Il représentait une puissance de traitement chimiosensoriel extraordinaire. Des recherches publiées dans le Journal of Anatomy en 2019 ont analysé les capacités olfactives reconstruites de plusieurs mammifères mésozoïques. Les résultats suggèrent que ces animaux disposaient déjà d'un répertoire de récepteurs olfactifs bien plus riche que celui de leurs contemporains reptiliens, ce qui signifie qu'ils pouvaient lire leur environnement comme une carte chimique en 3 dimensions. Détecter un prédateur à travers une paroi végétale dense, localiser une source de nourriture enfouie sous plusieurs centimètres de sol, reconnaître un congénère, évaluer son état de santé, son statut reproducteur, son niveau de stress, tout cela à partir de traces chimiques invisibles. La nuit mésozoïque n'était pas un espace vide entre 2 journées dominées par les dinosaures. C'était un monde entier, un monde de sons et d'odeurs et de vibrations infinies. Un monde que les mammifères avaient appris à lire avec une précision que les dinosaures, avec leur sens diurne et leur cerveau relatif plus petit, ne pouvaient pas rivaliser. Les scientifiques appellent cela la théorie de la niche nocturne. L'idée centrale est la suivante. Pendant l'essentiel du Mésozoïque, les mammifères ont survécu et se sont développés en exploitant principalement la niche temporelle de la nuit, un espace écologique que les dinosaures, largement diurnes ou crépusculaires, n'occupaient pas pleinement. Cette hypothèse, formulée dans sa version moderne notamment par les travaux de Roy Mahor et ses collègues publiés dans Nature Ecology and Evolution en 2017, s'appuie sur l'analyse comparative des structures oculaires et des caractères sensoriels de centaines d'espèces de mammifères vivants. La conclusion de Mahor et son équipe est frappante. L'ancêtre commun de tous les mammifères placentaires était presque certainement nocturne. Pas occasionnellement, pas par défaut. Structurellement, profondément, irréversiblement nocturne, au point que même après la disparition des dinosaures, même une fois la voie libre, les mammifères ont mis des dizaines de millions d'années à reconquérir pleinement la vision diurne. Certains groupes ne l'ont jamais vraiment fait, et ceux qui ont retrouvé une activité diurne, comme les primates comme nous, ont dû réinventer partiellement leur système visuel, en développant une vision des couleurs que leurs ancêtres nocturnes avaient perdues. Nous portons encore dans nos yeux la trace de 100 millions d'années d'obscurité. Mais la niche nocturne,
aussi importante soit-elle, n'explique pas tout. Parce que survivre dans l'ombre n'est pas la même chose que préparer une prise de pouvoir. Pour comprendre comment les mammifères sont passés de survivants discrets à héritiers de la planète, il faut s'intéresser à une autre dimension de leur biologie. Une dimension que l'on associe rarement à la survie évolutive, mais qui s'est révélée être leur atout le plus décisif. La façon dont ils se reproduisent, et plus précisément, la façon dont ils s'occupent de leurs petits. Les dinosaures pondaient des œufs. Cela, nous le savons avec certitude depuis les extraordinaires découvertes dans le désert de Gobi dans les années 20 du siècle dernier, puis confirmés et enrichis par des dizaines de sites de nidification découverts depuis, en Patagonie, en Mongolie, en Chine, en Europe. Certains dinosaures couvaient leurs œufs, comme nous le savons grâce aux fossiles d'oviraptors trouvés en position de couvaison au-dessus de leur nid. Certains élevaient leurs petits, comme le suggèrent les nids de Mayasora découverts dans le Montana par Jack Horner dans les années 80. Mais la gestation et l'élevage des petits chez les dinosaures restaient limités par la biologie de l'œuf. Un œuf est une capsule close. Le petit qui s'y développe dépend entièrement des ressources qui y ont été stockées à la ponte. Passé un certain stade de développement, l'œuf ne peut pas grossir sans limite. La coquille doit rester perméable au gaz, et la surface de coquille disponible limite mécaniquement la taille de l'embryon à l'éclosion. Les mammifères ont contourné cette contrainte de façon radicale. Les mammifères placentaires, la lignée de Juramaya, notre lignée, ont développé le placenta. Une structure qui permet à l'embryon de rester connecté à la mère, d'être nourri directement par sa circulation sanguine, de grandir au-delà de ce que n'importe quel œuf pourrait contenir, et d'arriver dans le monde avec un niveau de développement cérébral que les nouveau-nés des espèces ovipares ne peuvent pas atteindre. Le coût est immense pour la mère. La gestation est épuisante. La portée est limitée. La vulnérabilité pendant la grossesse est extrême. Mais le bénéfice est tout aussi immense. Un petit mammifère placentaire naît avec un cerveau déjà partiellement câblé pour apprendre. Et pendant la période d'allaitement, une autre innovation mammifère, le lait, cette substance extraordinaire qui délivre exactement les nutriments nécessaires au développement cérébral dans les proportions optimales. Ce cerveau continue de se développer à un rythme que nulle autre stratégie reproductive ne peut égaler. Génération après génération, cette machine à produire des cerveaux performants tournait, silencieusement, invisiblement. Pendant que les dinosaures régnaient sur les plaines et les forêts et les marécages du monde mésozoïque. Et le monde mésozoïque, justement, était en train de changer. Lentement au début, puis de plus en plus vite. Une révolution était en marche. Une révolution qui n'était pas provoquée par un météore, ni par des volcans, ni par aucune catastrophe. Une révolution silencieuse, verte, parfumée, qui allait transformer les écosystèmes de la planète plus profondément que n'importe quelle éruption. Les plantes à fleurs commençaient à apparaître, les angiospermes. Et avec elles, un nouveau monde de ressources alimentaires allait s'ouvrir. Un monde de fruits, de nectar, de graines nutritives, de tubercules amylacés. Un monde que les dents tribosphéniques des mammifères étaient parfaitement équipées pour exploiter. Un monde pour lequel les dinosaures, avec leur équipement digestif calibré pour les fougères et les conifères, étaient nettement moins bien préparés. Mais cette révolution florale et ses conséquences sur l'équilibre entre mammifères et dinosaures, c'est une histoire qui mérite qu'on y consacre tout le temps qu'elle réclame. Parce que ce qui se passe ensuite, dans les forêts de fleurs du Crétacé supérieur, dans les 66 derniers millions d'années du règne des dinosaures, est peut-être la partie la plus surprenante de toute cette histoire. Et elle commence par une question que les paléontologues débattent encore aujourd'hui, avec une passion redoublée. Les dinosaures étaient-ils déjà en déclin avant l'astéroïde ? 66 millions et 100 000 ans avant aujourd'hui. Le monde est méconnaissable. La Pangée s'est fragmentée depuis longtemps. Les continents dérivent vers leurs positions actuelles, lentement, inexorablement, portés par les courants du manteau terrestre. L'Atlantique s'élargit. L'Inde fonce vers l'Asie comme un point fermé. La mer intérieure de l'Ouest, cet océan peu profond qui coupe l'Amérique du Nord en deux du golfe du Mexique jusqu'à l'Arctique, commence à se retirer, laissant derrière elle des plaines côtières riches et humides. Et ces plaines sont couvertes de fleurs. Pas des fleurs comme vous les imaginez, pas de roses, pas de tulipes, pas de champs de lavande ondulant sous le vent, mais des angiospermes primitives,
des plantes à fleurs dans leurs premières grandes expériences évolutives, des magnolias ancestraux, des platanes primitifs, des figuiers préhistoriques, des plantes dont les fruits charnus, éclatants de couleurs, semblent crier une invitation à quiconque possède les yeux pour les voir et les dents pour les broyer. Ces plantes ont changé le monde. Leur apparition, progressive d'abord, puis explosive au Crétacé supérieur, a déclenché une recomposition totale des écosystèmes terrestres. Une recomposition que les paléobotanistes ont pu reconstituer à travers les pollens fossilisés, ces grains microscopiques indestructibles qui s'accumulent dans les sédiments comme une archive chimique de la végétation passée. Des carottes sédimentaires prélevées sur tous les continents racontent la même histoire. La montée irrésistible des angiospermes, qui passent d'une présence marginale à une domination quasi totale des flores mondiales en l'espace de 40 millions d'années. Pour les mammifères, c'était une aubaine extraordinaire. Leurs dents tribosphéniques, nous l'avons vu, étaient parfaitement adaptées à broyer des aliments durs et variés. Les graines des angiospermes, denses, nutritives, protégées par des enveloppes dures, étaient exactement le type de ressource pour lequel ces dents avaient été, en quelque sorte, préparées. Les fruits charnus offraient des sucres facilement métabolisables. Les tubercules et rhizomes enterrés fournissaient des réserves énergétiques que les petits mammifères fouisseurs pouvaient localiser par olfaction et déterrer avec leurs pattes griffues. La révolution des plantes à fleurs a ouvert un buffet que les mammifères étaient idéalement équipés pour exploiter. Mais les dinosaures, c'est là que la question devient épineuse. Et c'est là que le débat scientifique actuel est le plus vigoureux, le plus passionné, le plus productif. Parce que les dinosaures n'étaient pas non plus des spectateurs passifs face à la révolution des angiospermes. Les grands herbivores, hadrosaures, cératopsiens, ankylosaures, ont coévolué avec les nouvelles flores. Leurs appareils digestifs, leur dentition, leurs comportements alimentaires se sont adaptés. Les hadrosaures en particulier possédaient des batteries dentaires d'une sophistication remarquable. Des centaines de dents serrées les unes contre les autres, formant une surface de broyage continue, remplacée en permanence comme un tapis roulant minéral, qui leur permettait de traiter des végétaux durs et abrasifs avec une efficacité impressionnante. Les dinosaures s'adaptaient, ils évoluaient. Alors la question se pose avec une acuité nouvelle. Étaient-ils en déclin avant l'astéroïde, ou étaient-ils au contraire encore en pleine expansion évolutive? Cette question a divisé la paléontologie pendant des décennies, et les réponses dépendent en grande partie de la façon dont on lit les données. Des données qui sont par nature incomplètes, parce que le registre fossile a un biais fondamental. Nous ne trouvons que ce que la géologie a préservé. Et la géologie préserve de façon inégale. Certaines formations sont extraordinairement riches, d'autres sont muettes. La formation de Hell Creek, dans le Montana et les Dakota du Nord et du Sud, est l'une des sources les plus riches de fossiles du Crétacé terminal. Elle couvre les 2 derniers millions et demi d'années avant l'impact. Et c'est principalement dans cette formation que les paléontologues ont cherché des signes de déclin ou de vitalité des dinosaures avant la catastrophe. Les résultats sont contradictoires. D'un côté, une étude publiée dans Nature Communications en 2022, menée par une équipe dirigée par Fabien Condamine de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, a analysé les taux de spéciation et d'extinction de plusieurs familles de dinosaures sur les 40 derniers millions d'années du Crétacé. Leur conclusion était nuancée mais significative. Plusieurs groupes majeurs de dinosaures non aviens, notamment les cératopsiens et les hadrosaures, montraient des signes d'un ralentissement de leur diversification dans les 10 millions d'années précédant l'impact. Moins de nouvelles espèces apparaissaient. Le renouvellement des faunes ralentissait. Les dinosaures, selon cette analyse, montraient des signes d'essoufflement évolutif. De l'autre côté, une étude publiée dans Current Biology en 2023 par une équipe menée par Christopher Dean de l'University College London aboutissait à des conclusions presque opposées. En modélisant les taux de diversification à partir d'un ensemble de données phylogénétiques plus larges, les chercheurs concluaient que les dinosaures non aviens restaient en bonne santé évolutive jusqu'au moment de l'impact. Leur taux de spéciation et d'extinction était dans des limites normales. Il n'y avait pas de signal de déclin. 2 études rigoureuses, 2 conclusions opposées. Comment est-ce possible? La réponse tient en partie dans les données utilisées, en partie dans les méthodes statistiques et en grande partie dans l'imperfection inévitable du registre fossile.
Chaque étude travaille avec un échantillon nécessairement partiel d'un monde disparu. Les biais de collecte, on fouille plus certaines formations que d'autres, on décrit plus facilement les grandes espèces que les petites, contaminent toujours les analyses à des degrés divers. Mais cette controverse scientifique n'est pas un aveu d'échec. C'est le signe que la question est vivante, que la paléontologie progresse, que chaque nouvelle découverte, chaque nouvelle technique d'analyse, chaque nouvelle modélisation ajoute une pièce au puzzle. Et pendant que les paléontologues débattent de l'état de santé des dinosaures dans les derniers millions d'années du Crétacé, les mammifères, eux, n'attendaient pas. Ils explosaient. La diversification des mammifères au Crétacé supérieur est l'un des phénomènes les plus spectaculaires et les moins connus du grand public. Au moment où l'astéroïde frappe, il y a 66 millions d'années, les mammifères ne sont pas un groupe monolithique de petites souris tremblantes. Ils constituent déjà un ensemble extraordinairement diversifié, répartis sur tous les continents, expérimentant une multitude de modes de vie. Des analyses génomiques publiées dans Science en 2013, par une équipe internationale menée par Mario dos Reis, ont tenté de dater les grandes divergences entre les groupes de mammifères en utilisant des horloges moléculaires. Ces horloges utilisent le taux de mutation du génome comme une mesure du temps écoulé. Et leurs résultats, confirmés et affinés depuis par de nombreuses études similaires, sont frappants. Plusieurs des grandes lignées de mammifères placentaires, les lignées qui donneront naissance aux rongeurs, aux primates, aux carnivores, aux ongulés, avaient déjà commencé à diverger les unes des autres avant l'impact, pas après, avant. Ce qui signifie que la radiation explosive des mammifères que nous observons dans le Paléocène, les 10 millions d'années qui suivent l'extinction, n'était pas une réponse à l'impact, elle était une continuation de processus évolutifs qui étaient déjà en route, que l'impact a simplement libérés de leurs contraintes. L'astéroïde n'a pas créé les mammifères modernes. Il a retiré le couvercle qui les empêchait d'exploser. Mais quel était ce couvercle précisément? Qu'est-ce que les dinosaures faisaient concrètement qui limitait l'expansion des mammifères? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre directement, parce qu'il est impossible d'observer des interactions écologiques vieilles de 70 millions d'années. Mais les paléontologues ont des méthodes indirectes, des proxys, des indices. L'un des plus puissants est la taille corporelle. Si vous tracez un graphique de la distribution des tailles corporelles chez les mammifères du Crétacé supérieur, vous obtenez une courbe qui s'arrête abruptement aux alentours de 10 kg. Il existe quelques exceptions. Répénomamus, que nous avons mentionné, atteignait peut-être 1 kg à 1,5 kg dans ses plus grands représentants. Mais au-delà de quelques kilogrammes, les mammifères mésozoïques sont pratiquement absents. Et après l'impact, la courbe s'envole. En l'espace de quelques millions d'années, les mammifères atteignent 100 kg, puis 1 tonne, puis plusieurs tonnes. Le plafond de taille s'est effondré du jour au lendemain géologique. Ce plafond n'était pas génétique, il n'était pas physiologique, il était écologique. Les dinosaures occupaient tous les créneaux de grande taille, herbivores géants, prédateurs géants, omnivores géants. Un mammifère qui aurait tenté de grandir au-delà d'un certain seuil se serait retrouvé en compétition directe avec des animaux bien plus grands, bien mieux armés, bien mieux établis. La pression évolutive maintenait les mammifères petits. Et petits, ils restaient circonscrits à leur niche de marge. Mais ces niches de marge, ils les avaient remplies avec une ingéniosité remarquable. Prenez les multituberculés. Ce groupe de mammifères, dont le nom vient de leurs molaires ornés de nombreux tubercules, de nombreuses petites cuspides disposées en rangées parallèles, a existé pendant 170 millions d'années, depuis le Jurassique moyen jusqu'à l'Éocène. C'est le groupe de mammifères qui a survécu le plus longtemps dans l'histoire de la vie sur Terre, plus longtemps que n'importe quel autre groupe de mammifères connu. Ils ont traversé l'extinction de la fin du Trias, ils ont traversé l'extinction de la fin du Crétacé. Ils ont coexisté avec les dinosaures pendant la quasi-totalité du Mésozoïque, puis avec les mammifères placentaires pendant des dizaines de millions d'années supplémentaires, avant de finalement disparaître à l'Éocène. 170 millions d'années. Pour vous donner un ordre de grandeur, les humains anatomiquement modernes existent depuis environ 300 000 ans. Les multituberculés ont duré 566 fois plus longtemps, et leur secret, la flexibilité. Les multituberculés étaient parmi les plus grands généralistes alimentaires du Mésozoïque.
Leurs dents extraordinaires leur permettaient de manger à peu près n'importe quoi. Des insectes, des graines, des fruits, des champignons, des petits vertébrés. Selon les espèces et les époques, leur régime variait considérablement. Ils avaient colonisé les arbres, les terriers, les zones semi-aquatiques. Certaines espèces avaient développé un cinquième membre fonctionnel, une queue préhensile, pour grimper dans les arbres avec une agilité remarquable. Des analyses publiées dans le Journal of Vertebrate Paleontology ont montré que certains multituberculés du Crétacé supérieur avaient des capacités locomotrices proches de celles des écureuils modernes. Des arboricoles rapides et agiles, capables de se déplacer dans les frondaisons des forêts d'angiospermes avec une efficacité remarquable. Ces animaux n'étaient pas en train de survivre péniblement dans les marges d'un monde qui ne voulait pas d'eux. Ils prospéraient, ils expérimentaient, ils se diversifiaient. Tout comme les euthériens primitifs, les ancêtres directs de tous les mammifères placentaires actuels. Et dans les derniers millions d'années du Crétacé, une pression supplémentaire s'ajoutait à l'équation. Le volcanisme. Les traps du Décan. Cette formation volcanique massive, dont les laves ont recouvert ce qui est aujourd'hui le centre-ouest de l'Inde, sur une épaisseur pouvant dépasser 2 km, était en activité bien avant l'impact de l'astéroïde. Depuis environ 500 000 ans avant la catastrophe, ces volcans crachaient des quantités phénoménales de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de soufre, en se combinant avec l'eau atmosphérique, produisait des pluies acides qui ravageaient les forêts et les écosystèmes côtiers. Le dioxyde de carbone modifiait graduellement le bilan thermique de la planète. Des études isotopiques sur des coquilles fossiles de foraminifères, ces minuscules organismes marins dont les coquilles enregistrent la température des océans avec une précision remarquable, montrent des fluctuations thermiques significatives dans les 500 000 ans précédant l'impact. Le monde du Crétacé terminal était un monde sous stress, un monde en train de se déstabiliser. Et dans ce monde en déstabilisation progressive, les deux stratégies de survie, celle des dinosaures et celle des mammifères, allaient être soumises à un test ultime que personne n'aurait pu anticiper. Un test qui ne durerait que quelques secondes. Quelques secondes qui allaient décider du sort de toute la vie terrestre. Il y a 66 millions d'années, quelque part dans la ceinture d'astéroïdes, rien ne laissait présager la catastrophe. Un rocher de 12 à 14 km de diamètre, la taille approximative d'une ville comme Paris intramuros, dérivait sur une orbite que le hasard gravitationnel allait progressivement modifier. Progressivement, sur des millions d'années, jusqu'au moment où cette orbite modifiée croiserait celle de la Terre. Ce moment approchait. Et ni les titanosaures qui broutaient les forêts d'Amérique du Sud, ni les tyrannosaures qui chassaient dans les plaines de Hell Creek, ni les petits mammifères nocturnes qui fouillaient la litière forestière à la recherche d'insectes, aucun d'eux ne pouvait le savoir. Mais certains d'entre eux allaient survivre, et d'autres non. Pourquoi? La réponse à cette question est plus complexe, plus nuancée et plus fascinante que ce que la plupart des gens imaginent. Parce qu'elle ne tient pas seulement à la chance. Elle tient à 100 millions d'années d'adaptation silencieuse, à des dents, à des oreilles, à des cerveaux, à des terriers, à des stratégies reproductrices, à tout ce que les mammifères avaient développé dans l'ombre, tout ce que nous avons exploré jusqu'ici. Et ce que nous allons découvrir maintenant va peut-être vous surprendre. Parce que l'histoire de la survie des mammifères face à l'impact n'est pas l'histoire d'une chance miraculeuse. C'est l'histoire d'une préparation de 100 millions d'années. 66 millions d'années. Un mardi matin, selon les calculs de certains chercheurs. Enfin, pas vraiment un mardi. Mais des études publiées dans Nature en 2022, basées sur l'analyse des anneaux de croissance des poissons fossilisés dans le site de Tanis, dans le Dakota du Nord, ont permis de déterminer avec une précision stupéfiante que l'impact s'est produit au printemps de l'hémisphère nord, probablement entre avril et juin, selon l'heure locale de la péninsule du Yucatan. Un matin de printemps, les arbres bourgeonnaient. Les dinosaures herbivores broutaient les premières pousses tendres des angiospermes. Les tyrannosaures chassaient. Les ptérosaures planaient sur les courants ascendants chauds. Les petits mammifères nocturnes dormaient dans leurs terriers, repus d'une nuit de chasse aux insectes. Et puis, dans l'atmosphère supérieure, à une altitude d'environ 100 km, un phénomène imperceptible depuis le sol, une légère traînée lumineuse, une anomalie dans le bleu du ciel matinal.
quelque chose qui n'avait aucune raison d'être là. 12 secondes plus tard, tout avait changé. La vitesse d'entrée dans l'atmosphère de l'astéroïde, car c'est bien d'un astéroïde qu'il s'agit, de composition chondritique selon les analyses des couches d'iridium et de grains de quartz choqués retrouvés dans le monde entier, était d'environ 20 km par seconde. 20 km par seconde. 72 000 km par heure. 50 fois la vitesse d'une balle de fusil. À cette vitesse, l'atmosphère ne freine pas. Elle comprime. L'air devant l'astéroïde est comprimé si violemment qu'il s'enflamme. La température en surface de l'objet atteint plusieurs dizaines de milliers de degrés. Il ne brûle pas, il est vaporisé. La roche se transforme en plasma avant même de toucher le sol. L'impact se produit dans les eaux peu profondes du golfe du Mexique, à l'endroit qui deviendra la péninsule du Yucatan. L'eau, environ 300 mètres de fond à cet endroit, ne joue aucun rôle amortisseur. À cette énergie cinétique, 300 mètres d'eau sont une feuille de papier. Le cratère de Chicxulub, ainsi nommé d'après le village maya au-dessus duquel son centre est localisé, mesure aujourd'hui 180 km de diamètre. Il est enterré sous des centaines de mètres de sédiments, invisibles depuis la surface. On l'a découvert dans les années 70 grâce à des anomalies gravitationnelles détectées lors de prospections pétrolières, et son lien avec l'extinction de masse n'a été établi avec certitude qu'au cours des décennies suivantes. Ce cratère a été creusé en quelques secondes. L'énergie libérée représente environ 10 milliards de fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima. Les modèles physiques publiés dans la revue Earth and Planetary Science Letters estiment que la pression générée au point d'impact était suffisante pour vaporiser instantanément plusieurs dizaines de kilomètres cubes de roches et d'eau. Cette vaporisation a tout déclenché. Le premier effet était le souffle, une onde de choc atmosphérique d'une violence inimaginable, se propageant depuis le Yucatan à des vitesses supersoniques dans toutes les directions. Dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres, tout ce qui était exposé a été détruit en quelques minutes. Les arbres couchés comme des brindilles, les dinosaures projetés, retournés, ensevelis. Le deuxième effet était la chaleur. Les milliards de tonnes de débris projetés dans l'atmosphère, roches vaporisées, eau vaporisée, suie, poussière, ont formé un nuage de particules incandescentes qui a enveloppé la planète entière en quelques heures. Ces particules, en retombant dans l'atmosphère, ont rayonné leur chaleur vers le sol. Des études de simulation publiées dans le Journal of Geophysical Research estiment que dans les premières heures suivant l'impact, la température à la surface de la Terre a pu atteindre des centaines de degrés sur de vastes régions. Pas les millénaires plus tard, pas les années plus tard. Les heures, les premières heures. Tout ce qui était exposé à l'air libre a brûlé. Les forêts ont pris feu, pas localement, pas régionalement. Des incendies d'une ampleur planétaire se sont déclarés sur tous les continents. Des couches de suie retrouvées dans les sédiments de la limite Crétacé-Paléogène, cette fine ligne sombre visible dans les falaises rocheuses du monde entier, que les géologues appellent la limite KPG, témoigne de ces incendies globaux. La quantité de suie retrouvée dans cette couche correspond à la combustion d'une fraction significative de toute la biomasse forestière mondiale. Un monde en feu. Et dans ce monde en feu, que se passait-il dans les terriers? C'est là que l'histoire devient fascinante. Parce que les terriers sont des abris extraordinaires. Un terrier de 50 cm de profondeur offre une isolation thermique remarquable. Même si la surface brûle à 300 degrés, la température à 50 cm sous terre reste proche de la normale ambiante pendant des heures. Plusieurs jours, dans certaines configurations géologiques. Les petits mammifères qui dormaient dans leur galerie souterraine ce matin de printemps étaient protégés non pas par la chance, mais par leur mode de vie. Par 100 millions d'années d'adaptation à la vie souterraine et nocturne. Mais le feu n'était que le premier acte. Le deuxième acte a duré beaucoup plus longtemps. Et il était peut-être encore plus mortel. Les milliards de tonnes de poussière, de suie et d'aérosols sulfureux projetés dans l'atmosphère ont formé un écran opaque qui a bloqué la lumière solaire. Les simulations climatiques les plus récentes, notamment celles publiées dans la revue Proceedings of the National Academy of Science en 2020, par une équipe du National Center for Atmospheric Research, indiquent que les niveaux de lumière solaire atteignant la surface ont chuté à moins d'1% de la normale pendant plusieurs années. Peut-être plus d'une décennie. Moins d'1%. La photosynthèse s'est arrêtée, presque complètement, presque immédiatement. Les plantes mouraient. Les herbivores qui dépendaient des plantes mouraient.
Les prédateurs qui dépendaient des herbivores mouraient. La chaîne alimentaire s'effondrait depuis sa base, comme un immeuble dont on retire les fondations. Et les dinosaures étaient en haut de cet immeuble. Les grands herbivores, hadrosaures, cératopsiens, sauropodes, nécessitaient des quantités phénoménales de végétation pour maintenir leur métabolisme. Un hadrosaure adulte pouvait peser 3 à 4 tonnes. Un sauropode du Crétacé supérieur atteignait couramment 15 à 20 tonnes. Ces animaux avaient besoin de manger en permanence, des centaines de kilogrammes de végétation par jour pour les plus grands. Quand les plantes ont cessé de pousser, le compte à rebours a commencé. Pas en millénaires, en mois. En semaines peut-être pour les plus grands. Mais les petits mammifères, ils avaient plusieurs cartes dans leur jeu que les dinosaures n'avaient pas. La première, c'était la taille. Un animal de 20 grammes a besoin de proportionnellement beaucoup moins de nourriture en valeur absolue qu'un animal de 20 tonnes. La catastrophe alimentaire qui tuait un tyrannosaure en quelques semaines pouvait permettre à un petit mammifère de survivre des mois, en rationnant, en cherchant, en s'adaptant. La deuxième, c'était le régime alimentaire. Quand les plantes vertes disparaissent, qu'est-ce qui reste? Les graines. Les graines sont des capsules énergétiques extraordinairement résistantes. Elles peuvent rester viables dans le sol pendant des années, voire des décennies pour certaines espèces. Elles sont imperméables à la plupart des conditions environnementales extrêmes. Et elles sont extrêmement nutritives. C'est précisément leur rôle biologique, stocker de l'énergie pour la germination future. Les petits mammifères omnivores et granivores pouvaient subsister sur des graines enfouies dans le sol pendant des mois. Mais les graines ne sont pas les seules ressources qui résistent à une catastrophe de cette ampleur. Les insectes aussi résistent, mieux que presque tout le reste. Les insectes détritivores, ceux qui se nourrissent de matière organique morte et en décomposition, n'ont pas besoin de photosynthèse active. Le monde post-impact était jonché de cadavres d'arbres, de carcasses d'animaux, de matière organique en décomposition. C'était, paradoxalement, un festin pour les détritivores et pour ceux qui les mangeaient. Les petits mammifères insectivores avaient de quoi manger. La troisième carte, c'était l'endothermie. L'écran de poussière atmosphérique bloquait la lumière, mais aussi la chaleur solaire. Les températures globales ont chuté, après le bref épisode de chaleur intense des premières heures. Les simulations climatiques parlent d'un refroidissement moyen de plusieurs degrés Celsius pendant les années suivant l'impact. Dans certaines régions, les chutes de température étaient bien plus sévères. Pour un animal ectotherme, à sang froid, ce refroidissement était catastrophique. Les dinosaures, dont le statut métabolique exact reste encore débattu, mais qui dépendaient au moins partiellement de la chaleur ambiante pour leur fonction physiologique, ont été frappés de plein fouet. Les mammifères, endothermes, produisaient leur propre chaleur. Leur métabolisme tournait même quand la température extérieure chutait. Ils restaient actifs. Ils continuaient à chercher de la nourriture, à se reproduire, à interagir. Certes, à un coût métabolique plus élevé encore. Leurs besoins en nourriture augmentaient avec le froid. Mais ils fonctionnaient. Et la quatrième carte, peut-être la plus décisive de toutes, c'était la vitesse de reproduction. Un petit mammifère peut atteindre la maturité sexuelle en quelques semaines à quelques... Une femelle peut produire plusieurs portées par an. Dans une catastrophe évolutive, la rapidité de renouvellement des générations est critique. Chaque génération est une opportunité de mutation, d'adaptation, de sélection. Un dinosaure mettait plusieurs années à atteindre la maturité sexuelle. Les grands sauropodes probablement une décennie ou plus. Leur renouvellement générationnel était lent, trop lent pour s'adapter à une catastrophe qui se déroulait sur des millénaires. Les mammifères, avec leur cycle de reproduction rapide, pouvaient théoriquement produire des dizaines de générations pendant la durée de la crise écologique post-impact. Des dizaines d'opportunités d'adaptation, des dizaines de tournois de sélection naturelle dans lesquels les individus les mieux adaptés à ce monde nouveau survivaient et se reproduisaient, transmettant leurs caractères avantageux. Mais attention, parce que cette histoire serait trop simple si les mammifères avaient simplement traversé la catastrophe sans perte. La réalité est beaucoup plus sombre. Les mammifères ont souffert, énormément. Des estimations basées sur les données fossiles du Crétacé terminal et du Paléocène basal suggèrent que la grande majorité des espèces de mammifères qui existaient avant l'impact ont disparu. Certaines analyses évoquent un taux d'extinction pouvant atteindre 75% des espèces connues. 3/4 des espèces.
Les mammifères n'ont pas traversé la catastrophe indemne. Ils ont été dévastés, réduits à une poignée de lignées rescapées, à quelques populations survivantes accrochées à des refuges précaires. Mais, et c'est là que réside le cœur de l'histoire, les lignées qui ont survécu étaient précisément celles qui portaient en elles les caractères qui allaient permettre la conquête du monde. La sélection n'a pas été aléatoire. Elle a été impitoyable, brutale, et en un sens presque dirigée, non pas par une intelligence quelconque, mais par la logique interne de la catastrophe elle-même. Les caractères qui tuaient étaient la grande taille, la spécialisation alimentaire, le cycle de reproduction lent, la dépendance à la chaleur externe. Les caractères qui sauvaient étaient la petite taille, la généralisation alimentaire, la reproduction rapide, l'endothermie. Les survivants étaient les mammifères les plus mammifères qui soient, les plus radicalement différents des dinosaures, les plus parfaitement équipés pour ce qui allait venir. Et ce qui allait venir était sans précédent. Parce que le monde post-impact n'était pas simplement un monde appauvri en attente de restauration, c'était un monde fondamentalement reconfiguré. Les grands créneaux écologiques, grands herbivores, grands prédateurs, grands omnivores, étaient vides. Pas temporairement occupés par des concurrents difficiles à déloger. Vides, totalement, définitivement. Pour la première fois depuis 225 millions d'années, personne ne tenait la valve. La pression évolutive qui avait maintenu les mammifères petits, discrets et marginaux pendant tout le Mésozoïque avait disparu en quelques années. Et les mammifères avaient tout le matériel génétique, toute la flexibilité physiologique, toute l'adaptabilité comportementale nécessaire pour remplir ce vide. Ce qui s'est passé ensuite est l'une des radiations évolutives les plus spectaculaires que la Terre ait jamais connues. En 10 millions d'années, un battement de cils à l'échelle géologique, les mammifères ont produit des formes capables de remplir chaque grand créneau écologique laissé vacant par les dinosaures. Des herbivores de la taille d'un rhinocéros, des prédateurs accros en sabre, des formes semi-aquatiques, des planeurs, des fouisseurs géants. Mais cette radiation n'était pas un processus doux et linéaire. Elle était chaotique, tâtonnante, peuplée d'expériences évolutives qui échouaient, de lignées qui explosaient puis s'éteignaient, de formes grotesques et magnifiques qui n'ont aucun équivalent dans le monde actuel. Le Paléocène, ces 10 millions d'années qui suivent immédiatement l'impact, était un laboratoire d'évolution en ébullition. Un laboratoire dans lequel des créatures que personne n'a jamais vues dans aucun film, dans aucun documentaire grand public, dans aucun manuel scolaire, construisaient les fondations du monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Et certaines de ces créatures étaient aussi étranges, aussi fascinantes, aussi vertigineuses que n'importe quel dinosaure. Peut-être plus. Parce qu'elles étaient les nôtres, nos ancêtres, en train de devenir ce qu'ils allaient devenir. Dans un monde qui venait de mourir et qui cherchait, tâtonnant dans l'obscurité poussiéreuse d'un long hiver d'impact, sa prochaine forme. Le Paléocène. Un nom que presque personne ne connaît. Demandez à n'importe qui de citer une époque géologique. Vous entendrez le Jurassique, le Crétacé, peut-être le Cambrien. Personne ne cite le Paléocène. Personne ne fait de film sur le Paléocène. Aucun parc à thème n'a reproduit ces créatures. Aucune franchise cinématographique n'a exploité ces monstres. Et pourtant, le Paléocène est l'époque où vous avez été inventé. Pas vous personnellement, pas l'espèce humaine. Elle est bien plus récente, une curiosité évolutive de dernière minute dans une histoire beaucoup plus longue. Mais le plan général, l'architecture de base, les grands principes biologiques qui font de vous ce que vous êtes, votre cerveau, vos mains, votre vision stéréoscopique, votre capacité à vous tenir debout, votre aptitude à raisonner de façon abstraite. Tout cela a ses racines dans ce monde oublié, dans ces 10 millions d'années de chaos créateur qui ont suivi la fin des dinosaures. Le Paléocène dure de 66 millions d'années à 56 millions d'années avant aujourd'hui. 10 millions d'années. Pour vous donner une mesure, c'est environ 50 fois la durée totale de l'existence de notre genre, Homo, sur cette planète. C'est une durée immense. Suffisante pour que l'évolution, travaillant sans relâche, sans direction, sans plan, produise des formes que personne n'aurait pu anticiper. Mais avant de plonger dans ce laboratoire, il faut comprendre dans quel état se trouvait le monde au lendemain de l'impact. Imaginez une forêt après un incendie de grande ampleur. Les arbres sont des squelettes calcinés, le sol est noir, rien ne pousse. Le silence est presque absolu, plus de chants d'oiseaux, plus de bourdonnement d'insectes,
Plus de bruissement de petits animaux dans la litière forestière. Juste le vent qui soulève la cendre. Maintenant, imaginez cette forêt à l'échelle planétaire. Et ajoutez l'obscurité. Pendant des années, peut-être une décennie, peut-être deux selon les modèles climatiques les plus récents, le ciel de la Terre est resté voilé. Un voile de poussière et d'aérosols sulfureux d'une densité suffisante pour bloquer la quasi-totalité de la lumière solaire incidente. Les photographies satellites de grandes éruptions volcaniques modernes, le Pinatubo en 1991 par exemple, nous donnent une idée très pâle, très insuffisante, de ce à quoi ressemblait ce voile global. Le Pinatubo a refroidi la planète d'environ 2 degrés Celsius pendant 18 mois. L'impact de Chicxulub a probablement refroidi la planète de plusieurs degrés pendant plusieurs années. Dans ces conditions, les forêts qui avaient survécu au feu initial mouraient de froid et d'obscurité. Les écosystèmes marins, eux aussi, s'effondraient. Le phytoplancton, base de toute la chaîne alimentaire océanique, mourait faute de lumière. Des études isotopiques des sédiments marins de cette époque montrent une chute brutale et massive de la productivité biologique dans les océans, quasi simultanée à l'impact. La Terre était en état de choc profond. Un état de choc qui a duré. Pas des millénaires, des dizaines de milliers d'années. Certains écosystèmes forestiers ont mis plusieurs millions d'années à se reconstituer pleinement. Et dans ce monde en convalescence, que trouvait-on? Des fougères. Toujours des fougères. C'est un phénomène que les paléobotanistes appellent le pic des fougères. Une explosion de ces plantes robustes et pionnières dans les premières années et décennies suivant l'impact. Les fougères sont des colonisatrices extraordinaires. Leurs spores microscopiques voyagent dans le vent sur des milliers de kilomètres. Elles n'ont pas besoin de pollinisateurs. Elles poussent sur des sols pauvres, dans des conditions lumineuses défavorables, dans des environnements que presque aucune plante à fleurs ne peut tolérer. Partout où l'impact avait tout rasé, les fougères arrivaient les premières. Et derrière les fougères venaient les insectes. Et derrière les insectes venaient les petits mammifères. Ce n'était pas une reconquête triomphale. C'était une survie précaire, fragile, constamment menacée. Les premiers mammifères du Paléocène sont parmi les créatures les plus mal connues de toute l'histoire de la paléontologie. Non pas parce qu'elles n'ont pas laissé de fossiles, elles en ont laissé, mais parce que ces fossiles sont souvent frustrants d'incomplétude. Des dents isolées, des fragments de mâchoire, des morceaux de crâne, rarement des squelettes complets. Les conditions de fossilisation des environnements forestiers de plaine sont mauvaises. Les corps se décomposent rapidement, les os sont dispersés par les charognards, les sédiments sont érodés avant d'avoir le temps de se transformer en roches. Mais ces fragments suffisent pour voir quelque chose d'extraordinaire. La diversification s'emballe. Dans les 10 millions d'années qui suivent l'impact, le nombre de familles de mammifères connues explose d'une façon sans précédent dans le registre fossile. Une étude publiée dans Current Biology en 2019 par une équipe dirigée par David Grossnickel de l'Université de Washington a analysé ce phénomène en détail. En comparant les taux de diversification des mammifères avant et après l'impact, les chercheurs ont conclu que la vitesse de production de nouvelles formes dans le Paléocène était environ 2 à 3 fois supérieure à celle observée pendant le Crétacé. La valve était ouverte en grand, et ce qui sortait était extraordinaire. Prenez les condylarthres. Ce terme, condylarthre dans sa version française complète, désigne un groupe informel, probablement non naturel au sens phylogénétique strict, de mammifères du Paléocène et de l'Éocène. Informel parce que les paléontologues réalisent progressivement que sous cette étiquette pratique se cachaient en réalité plusieurs lignées distinctes, reliées par des convergences évolutives plutôt que par une véritable parenté commune. Mais qu'importe la classification, ce qui compte, c'est ce qu'ils étaient. Les condylarthres étaient les pionniers des grandes tailles. Dans les premiers millions d'années du Paléocène, la plupart des mammifères restaient petits, inférieurs à 1 kg. L'héritage mésozoïque pesait encore sur leurs dimensions, et les ressources alimentaires d'un monde en reconstruction ne permettaient pas encore de soutenir de grands herbivores. Mais vers 62 à 60 millions d'années avant aujourd'hui, quelque chose change. La végétation se reconstitue. Les forêts reverdissent. Les angiospermes, ces plantes à fleurs qui avaient commencé leur révolution avant l'impact, reprennent leur expansion avec une vigueur redoublée. Les ressources alimentaires deviennent abondantes, et les mammifères grandissent. Les condylarthres comme Ectoconus ou Peripticus atteignent des tailles comparables à celles d'un mouton, plus d'un porc. Leurs dents se modifient pour broyer des végétaux coriaces.
Leurs membres s'allongent pour couvrir de plus grandes distances en quête de nourriture. Ce sont les premiers grands herbivores mammifères de l'ère post-dinosaure. Maladroits encore, expérimentaux, avec des proportions corporelles qui semblent presque caricaturales aux yeux d'un zoologiste moderne. Des corps massifs portés sur des membres relativement courts et épais, des crânes petits dotés de dentition encore transitionnelles entre l'insectivorie ancestrale et l'herbivorie spécialisée. Mais ils fonctionnaient, et ils ouvraient la voie à quelque chose de bien plus grand. Parce que pendant que les condylartes expérimentaient les grandes tailles, d'autres lignées exploraient des directions radicalement différentes. Certaines descendaient vers l'eau. Les ancêtres des cétacés, des baleines, des dauphins, des marsouins, sont parmi les mammifères paléocènes et éocènes dont la trajectoire évolutive est la mieux documentée. Grâce à une série de fossiles intermédiaires extraordinaires, découverts principalement au Pakistan et en Inde, dans des formations géologiques qui représentaient autrefois les rivages de la mer de Tétis, nous pouvons suivre pas à pas la transformation d'un mammifère terrestre en un habitant des profondeurs. Pachycetus, découvert dans la formation de Kuldana au Pakistan, vivait il y a environ 53 millions d'années. C'était un mammifère terrestre de la taille d'un loup, avec des membres adaptés à la course, mais dont les os de l'oreille interne présentaient déjà une structure caractéristique de l'audition subaquatique. Il vivait probablement près des rivières et des lacs, plongeant pour attraper des poissons comme le ferait une loutre moderne. Ambulocetus, un peu plus récent, était davantage semi-aquatique, capable de nager efficacement grâce à des membres postérieurs propulsifs, mais capable aussi de se déplacer maladroitement sur Terre. Rhodocetus n'avait plus besoin de la terre ferme, et les baleines modernes n'y retournent jamais. En moins de 15 millions d'années, une lignée de mammifères terrestres était devenue l'un des groupes les mieux adaptés à la vie marine que la Terre ait jamais produit. Cette transition est documentée fossile par fossile, avec une continuité que peu d'autres exemples évolutifs peuvent égaler. Une démonstration magnifique du fonctionnement de l'évolution par sélection naturelle, si complète qu'elle constitue aujourd'hui l'un des arguments les plus solides et les plus irréfutables en faveur de la théorie de Darwin. D'autres lignées montaient vers les arbres, avec une urgence, une profondeur, une radicalité qui allait produire quelque chose d'entièrement nouveau. Les primates. L'origine des primates est l'un des sujets les plus débattus de la paléontologie des mammifères. Non pas parce que les preuves manquent, elles sont nombreuses, mais parce que les détails de la transition sont difficiles à cerner avec précision. Qu'est-ce qui fait un primate? Quels sont les caractères diagnostiques qui permettent de dire que cet animal, et pas celui-là, appartient à notre ordre? La réponse classique implique plusieurs caractères anatomiques. Des orbites orientées vers l'avant pour une vision stéréoscopique, des mains et des pieds avec des pouces opposables, des ongles plats plutôt que des griffes, un cerveau proportionnellement large, une dentition spécifique. Mais ces caractères n'apparaissent pas tous d'un coup. Ils s'accumulent progressivement, dans des lignées qui expérimentent la vie arboricole avec une intensité croissante. Les plus anciens membres potentiels de l'ordre des primates, ou de leurs groupes frères proches, sont des créatures comme Purgatorius, dont les fossiles ont été trouvés dans la formation de Hell Creek, du Montana et du Dakota du Nord. Ces fossiles datent d'environ 66 à 65 millions d'années, presque immédiatement après l'impact. Purgatorius était minuscule, peut-être 30 grammes, peut-être arboricole, peut-être non, le débat persiste. Mais ses molaires portaient déjà des caractères qui le distinguaient des insectivores généralistes de son époque et qui évoquent les primates futurs. Ce petit animal insignifiant, si petit qu'une chouette moderne l'aurait avalé sans effort, était peut-être votre ancêtre le plus lointain identifiable dans le registre fossile. Votre arrière-arrière-arrière-grand-père, multiplié par plusieurs millions de générations. Regardant le monde depuis une branche, dans l'obscurité d'une forêt paléocène, ses grands yeux sombres brillant dans la nuit. Mais parmi toutes les lignées qui explosent dans le paléocène, il en est une que les paléontologues ont longtemps négligée. Une lignée discrète, peu spectaculaire en apparence, qui allait pourtant jouer un rôle absolument central dans la configuration du monde actuel. Les rongeurs. Les rongeurs sont apparus quelque part dans le Paléocène ou au tout début de l'Éocène. Leurs fossiles les plus anciens connus datent d'environ 56 millions d'années. Mais comme pour beaucoup de petits mammifères de cette époque, leur registre fossile est fragmentaire, principalement des dents, toujours des dents,
et leur origine exacte reste débattue. Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c'est leur succès phénoménal. Aujourd'hui, les rongeurs représentent environ 40% de toutes les espèces de mammifères connues. Environ 2500 espèces sur un total d'environ 6200 espèces de mammifères. Ils habitent tous les continents sauf l'Antarctique. Ils vivent dans les déserts les plus arides, les forêts les plus denses, les montagnes les plus hautes, les égouts des mégapoles les plus pollués. Leur secret est le même que celui qui a permis aux premiers mammifères de survivre aux dinosaures. La flexibilité, la généralisation, la vitesse de reproduction. Une femelle rat peut produire une nouvelle portée toutes les 3 semaines. En une année, un seul couple de rats, dans des conditions idéales, sans prédation, sans compétition, sans limite de ressources, pourrait théoriquement engendrer plusieurs centaines de millions de descendants. Bien sûr, les conditions idéales n'existent pas, mais cette capacité reproductive explosive signifie que les rongeurs peuvent répondre à n'importe quelle opportunité écologique avec une vitesse que nul autre groupe de mammifères ne peut égaler. Et cette vitesse de réponse est, en un sens profond, l'héritage direct de 100 millions d'années de vie dans les marges du monde mésozoïque. 100 millions d'années à survivre sous la pression des dinosaures avaient fabriqué les machines biologiques les plus efficaces que l'évolution ait jamais produites. Et maintenant, dans ce monde paléocène en pleine reconstruction, ces machines fonctionnaient à plein régime. Mais quelque chose manquait encore. Quelque chose que le Paléocène avait commencé à construire, mais que seul l'Éocène allait révéler dans toute sa splendeur. Un cerveau. Pas juste un cerveau plus grand, un cerveau différent. Un cerveau qui allait commencer à traiter le monde d'une façon que aucun animal avant lui n'avait jamais tenté. Un cerveau capable non seulement d'apprendre, les mammifères mésozoïques le faisaient déjà, mais de transmettre ce qu'il avait appris, de le communiquer, de le partager, de le cumuler, génération après génération, dans quelque chose qui ressemblait de plus en plus à une mémoire collective. Le cerveau des primates était en train de découvrir quelque chose que le reste du monde vivant ne soupçonnait pas encore. La puissance de la connaissance partagée. Et avec elle, quelque chose d'entièrement nouveau allait voir le jour dans l'histoire de la vie sur Terre. Quelque chose qui n'avait existé sous aucune forme pendant les 4 milliards d'années précédentes de l'évolution terrestre. Mais cette histoire-là, l'histoire du cerveau, de la conscience, de la culture, de l'intelligence, est une histoire si vaste, si profonde, si vertigineuse, qu'elle mérite qu'on y revienne séparément. Parce qu'avant d'en arriver là, il reste encore une question fondamentale sans réponse. Une question que nous avons posée au début de ce voyage et à laquelle nous n'avons pas encore vraiment répondu. Les mammifères ont-ils vraiment détruit l'empire des dinosaures? Ou ont-ils simplement ramassé ce que l'astéroïde avait laissé? La réponse, comme toujours dans cette histoire, est plus subtile que vous ne le pensez. Et elle va peut-être changer la façon dont vous comprenez votre propre place dans l'histoire de la vie. Revenons à la question. Cette question qui flotte depuis le début de ce voyage, comme une ombre portée sur toute l'histoire que nous avons racontée. Les mammifères ont-ils détruit l'empire des dinosaures? La réponse courte est non. Mais la réponse courte est insuffisante. Elle est même trompeuse. Parce qu'elle suggère que les mammifères étaient des spectateurs passifs dans une pièce de théâtre dont l'astéroïde était le seul acteur. Et cette image est profondément fausse. La vérité est plus complexe, plus intéressante et, d'une certaine façon, plus vertigineuse. Pour la comprendre, il faut poser une question différente. Pas « les mammifères ont-ils tué les dinosaures ?» mais « qu'est-ce que les mammifères ont fait que les dinosaures ne pouvaient pas faire ?» Et la réponse à cette question change tout. Commençons par un fait que la plupart des gens ignorent. Les dinosaures ne sont pas éteints. Pas complètement. Pas entièrement. Il en reste 10 388 espèces vivantes sur cette planète aujourd'hui, selon le catalogue du Congrès ornithologique international de 2023. Vous les connaissez sous un autre nom, les oiseaux. Les oiseaux sont des dinosaures, pas les descendants des dinosaures, des dinosaures. Des théropodes aviens, appartenant au même clade que le Vélociraptor et le Tyrannosaurus rex, avec lesquels ils partagent une architecture squelettique, un système respiratoire, des structures tégumentaires, plumes comprises, et un mode de reproduction identique dans leurs principes fondamentaux. Quand un moineau se pose sur votre rebord de fenêtre, c'est un dinosaure qui vous regarde.
Ce détail n'est pas anecdotique, il est central. Parce qu'il nous force à reformuler entièrement la question de la compétition entre mammifères et dinosaures. Les oiseaux, ces dinosaures survivants, partagent notre monde depuis 66 millions d'années. Ils ont coexisté avec les mammifères tout au long du Cénozoïque. Ils ont colonisé les mêmes espaces, exploité les mêmes ressources, vécu dans les mêmes forêts et les mêmes plaines et les mêmes déserts. Et ils sont toujours là. 10 000 espèces contre 6 200 espèces de mammifères. Si les mammifères avaient vraiment la capacité de détruire les dinosaures, ils auraient eu 66 millions d'années pour finir le travail. Ils ne l'ont pas fait. Mieux, ou plutôt, plus précisément, ils n'ont pas essayé. Parce que l'évolution n'essaie rien. Elle sélectionne ce qui fonctionne. Et ce qui a fonctionné, depuis 66 millions d'années, c'est la coexistence. Mammifères et oiseaux occupent des niches écologiques largement complémentaires. Ils se concurrencent localement, ponctuellement, mais à l'échelle planétaire, ils ont partitionné le monde entre eux avec une efficacité remarquable. Alors qu'est-ce que cela nous dit sur la relation entre mammifères et dinosaures non aviens? Cela nous dit que la compétition directe n'était probablement pas le facteur principal. Mais alors, quel était ce facteur? C'est là que les recherches des 2 dernières décennies ont apporté des éléments fascinants et inattendus. En 2021, une étude publiée dans la revue Nature a analysé les rythmes circadiens, les cycles biologiques liés à l'alternance du jour et de la nuit, de plusieurs centaines d'espèces de mammifères vivants. En utilisant des méthodes phylogénétiques comparatives pour reconstruire l'évolution de ces rythmes, les chercheurs ont confirmé et précisé la théorie de la niche nocturne. Mais ils ont ajouté quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant. L'analyse suggère que la transition vers l'activité diurne chez les mammifères s'est produite en plusieurs vagues successives, et que ces vagues correspondent remarquablement aux grandes extinctions et reconfigurations des populations de prédateurs diurnes. En d'autres termes, les mammifères ont commencé à envahir le jour non pas immédiatement après la disparition des dinosaures, mais progressivement, au fur et à mesure que les niches de grands prédateurs diurnes se remplissaient de nouvelles formes. Ce n'était pas une invasion soudaine. C'était une infiltration lente, progressive, opportuniste. Exactement comme leur stratégie mésozoïque. Les mammifères n'ont pas changé de méthode après l'impact. Ils ont simplement appliqué la même méthode à un espace infiniment plus grand. Et cette méthode avait une conséquence profonde que les dinosaures, avec leur biologie particulière, ne pouvaient pas contrecarrer. La plasticité comportementale. Un mammifère apprend, individuellement, dans sa propre vie. Un jeune mammifère observe sa mère, imite ses comportements, mémorise ses erreurs, développe des stratégies que ses gènes seuls n'auraient jamais pu lui fournir. Et il transmet cet apprentissage à ses propres petits. Cette transmission culturelle, rudimentaire encore, infiniment moins développée que ce qu'elle deviendra dans la lignée des primates, représentait néanmoins un avantage adaptatif considérable dans un monde qui change. Or, le monde du Crétacé supérieur changeait. Nous l'avons vu, le volcanisme des Traps du Décan, la régression de la mer intérieure de l'Ouest, la modification des flores liées à l'expansion des angiospermes. Ces changements étaient graduels, étalés sur des millions d'années. Mais ils reconfiguraient progressivement les écosystèmes. Face à ces changements, la réponse génétique, la mutation et la sélection naturelle, opérant sur des générations successives, est la seule arme dont disposent les espèces à longue durée de vie et à faible taux de reproduction. C'est une arme puissante, mais lente. La réponse comportementale, l'apprentissage individuel et sa transmission culturelle est infiniment plus rapide. Elle opère à l'échelle d'une vie individuelle, pas à l'échelle de milliers de générations. Dans un monde qui change vite, la plasticité comportementale est une arme redoutable, et les mammifères l'avaient. Les dinosaures, eux, et ici nous entrons dans un territoire scientifiquement délicat, un territoire où les certitudes se raréfient et où les hypothèses prennent le relais. Les dinosaures avaient une plasticité comportementale plus limitée, non pas nulle. Les preuves d'apprentissage et de comportements sociaux complexes chez certains dinosaures sont réelles. Mais comparées à celles des mammifères contemporains, elle était probablement moindre. Ce n'est pas une insulte aux dinosaures, c'est simplement une différence biologique, une différence de stratégie évolutive. Les dinosaures avaient misé sur la puissance, la taille, la robustesse physique. Leur stratégie avait fonctionné pendant 166 millions d'années. Elle était extraordinairement efficace dans un monde stable ou qui changeait lentement.
Mais pas dans un monde qui changeait vite. Et le monde du Crétacé terminal changeait. Pas assez vite pour tuer les dinosaures par lui-même. C'est important de le souligner. Sans l'astéroïde, les dinosaures auraient presque certainement survécu au changement graduel du Crétacé terminal. L'évolution aurait fait son travail. De nouvelles formes auraient émergé. Les lignées en difficulté se seraient éteintes et auraient été remplacées. C'est le processus normal de l'histoire de la vie. Mais l'astéroïde n'était pas normal. L'astéroïde, c'était un changement à une vitesse que aucune stratégie évolutive basée sur la génétique seule ne pouvait suivre. Un changement tellement rapide qu'il ne sélectionnait plus entre les espèces bien adaptées et les espèces mal adaptées à un environnement particulier. Il sélectionnait entre les espèces capables de survivre à n'importe quoi et les espèces dont la survie dépendait d'une stabilité minimale. Et c'est là, précisément là, que les 100 millions d'années de pression exercée par les dinosaures sur les mammifères se révèlent être, avec une ironie presque trop parfaite pour être fortuite, la cause directe de la survie des mammifères. Pensez-y. Si les dinosaures n'avaient pas dominé le monde mésozoïque, les mammifères auraient probablement grandi, diversifié leurs niches écologiques, investi les espaces ouverts, développé de formes plus grandes, plus spécialisées, plus dépendantes de la stabilité environnementale. Ils seraient devenus, en un sens, plus semblables aux dinosaures. Et ils auraient probablement disparu avec eux. C'est la part la plus vertigineuse de cette histoire. La domination des dinosaures, cette pression écrasante, cette contrainte permanente qui avait forcé les mammifères à rester petits, nocturnes, généralistes, souterrains, était la condition même de leur survie face à la catastrophe. Les dinosaures, en opprimant les mammifères pendant 166 millions d'années, avaient sans le savoir fabriqué les seuls animaux capables de survivre à leur propre extinction. Il n'y a pas d'intention là-dedans, pas de plan, pas d'ironie consciente, juste l'évolution, aveugle et implacable, produisant des résultats que personne n'aurait pu prévoir. Mais ce résultat, ce hasard extraordinaire, cette contingence absolue, a des conséquences qui s'étendent bien au-delà de la frontière KPG. Parce que les caractères qui ont sauvé les mammifères de l'impact, la petite taille, le grand cerveau relatif, la flexibilité comportementale, la reproduction rapide, la plasticité physiologique, ces mêmes caractères sont ceux qui ont permis, des millions d'années plus tard, quelque chose de tout à fait sans précédent dans l'histoire de la vie. Ils ont permis l'émergence d'une espèce qui n'était plus seulement adaptée à son environnement. Une espèce qui avait commencé à adapter l'environnement à elle-même. Une espèce qui avait développé la capacité de stocker de l'information en dehors de son propre cerveau, dans des sons, dans des symboles, dans des marques sur des surfaces, et de la transmettre à des individus qu'elle n'avait jamais rencontrés, dans des lieux qu'elle n'avait jamais vus, dans des temps qu'elle ne connaîtrait jamais. Une espèce qui était en train d'inventer quelque chose que 4 milliards d'années d'évolution n'avaient jamais produit. La culture cumulée. Et cette espèce, vous l'avez reconnue, c'est nous. Mais avant d'en parler, avant de tirer le fil qui relie la petite créature tremblante, les forêts jurassiques, à l'être qui regarde cette vidéo en ce moment même, il reste une question à poser. Une question que les paléontologues commencent seulement à formuler clairement. Une question qui pourrait, si les recherches des prochaines décennies la confirment, changer radicalement notre compréhension non seulement de l'histoire de la vie, mais de notre propre nature. Les mammifères auraient-ils pu triompher sans l'astéroïde? Auraient-ils un jour, sans aide extérieure, renversé le règne des dinosaures? Certains chercheurs pensent que la trajectoire évolutive des mammifères, leur intelligence croissante, leur flexibilité comportementale, leur capacité d'apprentissage, les portait inévitablement vers une expansion, que l'astéroïde a simplement accéléré un processus qui était déjà en marche. D'autres pensent que non, que sans la catastrophe de Chicxulub, les dinosaures auraient continué de dominer indéfiniment, que les mammifères auraient peut-être un peu élargi leur niche, peut-être atteint des tailles légèrement plus grandes, mais jamais brisé le plafond écologique qui les maintenait dans les marges. Et d'autres encore posent la question différemment. Ils demandent « Dans combien de mondes, dans combien de planètes semblables à la Terre, où la vie a suivi une trajectoire similaire, l'intelligence est-elle apparue? Est-ce que l'intelligence des mammifères, et notamment celle des primates, et au bout du compte, la nôtre, est une conséquence inévitable de l'évolution de la vie complexe? Ou est-ce un accident extraordinaire,
une confluence de hasards si improbable que nous pourrions être les seuls dans l'univers observable. Cette question dépasse la paléontologie. Elle touche à la philosophie, à la cosmologie, à la question de ce que nous sommes et de pourquoi nous sommes là. Et elle n'a pas de réponse, pas encore, peut-être jamais. Mais le fait même que nous puissions la poser, que nous soyons les seuls animaux connus dans l'histoire de la vie à pouvoir poser des questions sur notre propre origine, est en lui-même la réponse la plus profonde à tout ce que nous avons exploré dans ce voyage. Nous sommes l'héritier de la créature qui tremblait sous les pattes du tyrannosaure. Nous sommes le produit de 100 millions d'années d'obscurité. Nous sommes ce que la pression a fabriqué. Et il est temps, maintenant, de regarder en face ce que nous sommes devenus. Regardez votre main. Pas vite, vraiment. Prenez un moment. 5 doigts, un pouce opposable. Des angles plats, là où vos ancêtres avaient des griffes. Des lignes de flexion dans la paume. Les traces mécaniques d'une préhension fine, précise, développée dans les arbres des forêts éocènes il y a 50 millions d'années. Sous la peau, un réseau de tendons d'une délicatesse extraordinaire, capable de tenir un pinceau, de jouer du violon, de taper un message sur un écran. Cette main a été fabriquée dans les arbres, par la pression des dinosaures, par 100 millions d'années d'obscurité et de survie, et de miniaturisation forcée, et de cerveaux qui grossissaient parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Chaque ligne de votre paume est un chapitre de cette histoire. Mais commençons par le commencement de la fin, ou plutôt, le commencement du début. Parce que ce qui s'est passé entre le Paléocène et aujourd'hui n'est pas une conclusion. C'est une ouverture. La plus grande ouverture de l'histoire de la vie sur Terre. Nous sommes à l'Éocène, 56 millions d'années avant aujourd'hui. La Terre est chaude, plus chaude qu'aujourd'hui. La concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère est 2 à 3 fois supérieure au niveau pré-industriel. Les forêts tropicales s'étendent jusqu'aux latitudes moyennes. Des palmiers poussent en Alaska. Des crocodiles vivent dans les deltas de ce qui deviendra l'Europe du Nord. C'est le maximum thermique du Paléocène-Éocène, un épisode de réchauffement brutal, survenu en quelques milliers d'années à peine, qui a fait grimper les températures mondiales de 5 à 8 degrés Celsius supplémentaires en un temps géologiquement instantané. Les causes sont encore débattues. Éruption volcanique massive sur ce qui deviendra l'Atlantique Nord, dégagement de méthane depuis les fonds marins, ou une combinaison des deux selon les modèles les plus récents publiés dans Annual Review of Earth and Planetary Sciences. Mais le résultat est clair. Un monde de forêts denses, chaudes, humides, extraordinairement productives. Un monde fait pour les primates. Parce que c'est à l'Éocène que les primates commencent vraiment leur histoire. Leurs fossiles deviennent plus nombreux, plus complets, plus lisibles. Des formes comme Darwinus massilae, découverte dans les carrières de schiste de Messel en Allemagne, datée de 47 millions d'années, conservée dans un état de fossilisation si extraordinaire qu'on peut voir le contenu de son dernier repas dans sa cage thoracique, nous donnent une image presque vivante de ce qu'était un primate de l'Éocène. Darwinus était de la taille d'un petit chat. Ses mains avaient déjà des pouces opposables fonctionnels. Ses yeux étaient grands, orientés vers l'avant, offrant une vision binoculaire précise, essentielle pour évaluer les distances dans un environnement arboricole. Ses ongles avaient remplacé les griffes sur la plupart des doigts. Elle ressemblait déjà, dans ses grands traits, à un lémurien. Ce n'est pas un hasard. Les lémuriens sont parmi les primates les plus primitifs vivants. Ils nous donnent une fenêtre approximative, imparfaite, approximative mais réelle, sur ce à quoi ressemblaient nos ancêtres de l'Éocène. Et quand vous regardez un lémurien dans les yeux, ses yeux immenses, lumineux, fixés sur vous avec une intensité presque dérangeante, vous regardez quelque chose de très ancien. Quelque chose qui vient de la nuit, littéralement. Parce que les grands yeux des lémuriens sont un héritage direct de la niche nocturne mésozoïque. Ils voient si bien dans l'obscurité que la lumière du jour les éblouit presque. Leurs pupilles se contractent en fente mince à la lumière vive, comme celle d'un chat. Leur vision des couleurs est appauvrie, réduite à 2 types de photorécepteurs là où les humains en ont 3. Ce sont les yeux d'un animal de l'ombre, d'un survivant de 100 millions d'années de nuit. Mais à l'Éocène, quelque chose commence à changer dans la lignée qui mènera aux singes et aux humains. Quelque chose de discret, mais d'immense. Le retour à la lumière. Les primates du groupe des haplorhines, le groupe qui inclut les tarsiers, les singes et les humains, ont progressivement réinvesti la niche diurne. Leur vision des couleurs s'est enrichie. Leur museau s'est raccourci,
signe d'une dépendance moindre à l'olfaction au profit de la vision. Leurs orbites se sont fermées par une paroi osseuse complète, une adaptation à la mastication puissante qui permet aussi de protéger les yeux lors d'efforts intenses. Ce retour à la lumière n'était pas anodin. Il signifiait que ces primates pouvaient voir les couleurs des fruits mûrs dans le feuillage dense des forêts tropicales. Il signifiait qu'ils pouvaient coordonner leurs comportements sociaux de façon plus fine, lire les expressions faciales, interpréter les gestes, déchiffrer les intentions. La vision des couleurs et la vie sociale se sont coévoluées dans la lignée des primates. Et la vie sociale avait des conséquences que personne, pas même l'évolution, si tant est qu'on puisse lui prêter une intention, n'aurait pu anticiper. Elle fabriquait des cerveaux encore plus grands. Vivre en groupe est cognitivement exigeant. Il faut mémoriser les statuts sociaux, anticiper les comportements des congénères, gérer les alliances et les rivalités, détecter les tricheurs, coopérer pour chasser ou se défendre, négocier en permanence sa position dans une hiérarchie dynamique et complexe. Le primatologue britannique Robin Dunbar a formulé dans les années 90 ce qui est devenu l'hypothèse du cerveau social, l'idée que la complexité cérébrale des primates est principalement une réponse à la complexité de leurs environnements sociaux plutôt qu'à la complexité de leur environnement physique. Cette hypothèse reste débattue dans ses détails, mais elle a reçu un soutien considérable de nombreuses études comparatives publiées depuis. Le cerveau grossissait pour gérer les autres. Et en grossissant pour gérer les autres, il développait des capacités qui allaient bien au-delà de la gestion sociale. Il développait la capacité de modéliser le monde, de construire des représentations mentales de réalités absentes, d'imaginer ce qui n'est pas là, d'anticiper ce qui n'est pas encore arrivé, de comprendre que les autres ont des états mentaux différents du sien, ce que les psychologues appellent la théorie de l'esprit, et que les tests systématiques suggèrent être beaucoup plus développés chez les grands singes et les humains que chez la quasi-totalité des autres animaux. Ces capacités cognitives, modélisation, anticipation, théorie de l'esprit, sont les fondements de quelque chose d'entièrement nouveau, le langage. Pas le langage dans son sens étroit, pas nécessairement les mots et la grammaire, mais dans son sens le plus profond, la capacité de transférer une représentation mentale de ton cerveau vers le mien, de faire en sorte que quelque chose qui existe dans ta tête existe aussi dans la mienne. C'est la révolution la plus profonde de toute l'histoire de la vie, plus profonde que l'apparition des cellules, plus profonde que l'invention du sexe, plus profonde que la colonisation des terres émergées. Parce que toutes ces révolutions précédentes étaient biologiques. Elles modifiaient les corps, les gènes, les physiologies. La révolution du langage a créé quelque chose d'extérieur à la biologie. Elle a créé la culture. Et la culture, cette capacité à accumuler des connaissances au-delà de ce qu'un seul cerveau peut contenir, à les transmettre à des individus que vous n'avez jamais rencontrés, à les corriger et les enrichir génération après génération, la culture a brisé la contrainte fondamentale de l'évolution biologique, la contrainte du temps. L'évolution biologique opère sur des milliers, des dizaines de milliers, des millions de générations. Elle est puissante, mais lente, incroyablement lente à l'échelle d'une vie individuelle. La culture opère en temps réel. Une découverte faite ce matin peut être connue de l'autre côté de la planète ce soir. Une technique développée par une génération est transmise intacte et améliorée à la génération suivante. La connaissance s'accumule, se précise, s'approfondit. En 100 000 ans d'existence, un battement de cils à l'échelle géologique, les humains sont passés des premiers outils de pierre taillée au télescope capable de voir la lumière émise par des étoiles mortes il y a des milliards d'années. En 100 000 ans. Les dinosaures ont régné pendant 166 millions d'années sans produire quoi que ce soit qui ressemble à cette accumulation. Pas parce qu'ils étaient stupides, pas parce qu'ils étaient inférieurs, mais parce qu'ils n'avaient pas été façonnés par les mêmes pressions. Parce que leur stratégie évolutive, la puissance, la taille, la robustesse, étaient extraordinairement efficaces dans le monde qui était le leur. Mais ce monde avait une fin. Et la stratégie des mammifères, la petitesse, la flexibilité, le cerveau, l'apprentissage, avaient une continuation. Une continuation qui mène jusqu'ici, jusqu'à vous. Pensez à ce que représente le fait que vous regardiez cette vidéo en ce moment. Vous êtes assis, ou debout, ou allongé, dans un environnement entièrement contrôlé. La température est régulée, la lumière est artificielle. La nourriture que vous avez mangée aujourd'hui
vient de plantes et d'animaux que des humains ont domestiqués, sélectionnés, modifiés sur des millénaires. Les vêtements que vous portez sont le produit de chaînes d'approvisionnement mondiales impliquant des dizaines de milliers de personnes sur plusieurs continents. Vous êtes entouré de cultures accumulées, de connaissances stockées, de représentations mentales de millions d'individus morts depuis longtemps, préservés dans des livres, dans des bâtiments, dans des circuits électroniques, dans des films. Vous n'êtes pas seul dans votre tête. Vous portez avec vous des millénaires de pensées humaines. Et tout cela, absolument tout cela, a commencé dans un terrier, dans l'obscurité d'une nuit mésozoïque, dans un animal de 20 grammes dont le cœur battait à plusieurs centaines de pulsations par minute, dont les narines frémissaient dans l'air chaud et humide, chargé d'odeurs de fougères et de résine, dont les grands yeux sombres scrutaient l'obscurité entre les racines immenses des conifères jurassiques. Un animal qui attendait, qui survivait, qui, génération après génération, transmettait quelque chose d'imperceptible mais d'indestructible. La capacité d'être là. Mais cette histoire n'est pas terminée. Parce que les questions que la paléontologie pose aujourd'hui sur notre origine sont des questions qui n'existaient pas il y a 20 ans. Des questions rendues possibles par des technologies que les premiers paléontologues n'auraient pas pu imaginer. L'analyse de l'ADN ancien, extraite d'ossements vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années, a révélé que les humains modernes ont des ancêtres multiples, des histoires entremêlées, des mélanges avec des espèces que nous pensions distinctes. Les Néandertaliens vivent en vous. En moyenne, entre 1 et 4% de votre génome, selon votre origine géographique, portent des séquences héritées de cette lignée parallèle. Vous êtes le produit d'un mélange, d'une rencontre, de deux branches d'un même arbre, séparées depuis des centaines de milliers d'années, qui se sont retrouvées et ont échangé plus que des regards. Et l'analyse isotopique des dents fossiles, cette technique qui mesure les ratios d'isotopes stables du strontium et de l'oxygène figés dans l'émail dentaire au moment de la croissance, permet aujourd'hui de reconstituer les déplacements individuels d'hominidés morts il y a des centaines de milliers d'années, de savoir si un individu a grandi là où il est mort, ou s'il est venu d'ailleurs, de reconstituer des vies individuelles, pas des espèces abstraites, des individus, avec des enfances passées dans des endroits précis, des migrations vers des destinations précises. Ce niveau de précision était inimaginable il y a une génération, et il progresse. Chaque année apporte de nouvelles techniques, de nouvelles découvertes, de nouveaux fossiles qui redessinent des parties de l'arbre. Des fossiles trouvés en Chine qui bouleversent la chronologie de l'apparition des mammifères placentaires. Des fossiles trouvés au Maroc qui reculent l'origine d'Homo sapiens de plusieurs dizaines de milliers d'années. Des analyses génomiques qui révèlent des populations entières disparues dont nous ne connaissons l'existence qu'à travers les traces qu'elles ont laissées dans le génome de leurs voisins. Le passé n'est pas figé. Il est vivant, en mouvement, en perpétuelle révision. Et c'est là, précisément là, que réside la beauté de cette science. La paléontologie n'est pas l'étude de ce qui est mort, c'est l'étude de ce qui continue. Parce que tout ce que nous avons exploré dans ce voyage, les thérapsides du Trias, les petits mammifères nocturnes du Jurassique, les survivants de l'impact, les primates de l'Éocène, tout cela n'est pas séparé de vous par un gouffre infranchissable. C'est vous, c'est votre histoire. Une histoire qui commence avec une cellule dans un océan chaud il y a 4 milliards d'années, et qui passe, sans interruption, sans rupture, sans saut dans le vide, de génération en génération, de corps en corps, de survie en survie, jusqu'à ce moment précis où vous respirez et pensez et regardez, et vous demandez d'où vous venez. La chaîne n'a jamais été rompue. Pas par les extinctions de masse, pas par les astéroïdes, pas par les glaciations, pas par les éruptions volcaniques qui ont recouvert des continents entiers sous des kilomètres de lave. La vie a continué. Elle a toujours continué. Et vous êtes la preuve vivante, respirante, pensante, de cette continuité extraordinaire. Alors la prochaine fois que vous verrez une souris se faufiler le long d'un mur, ses grands yeux sombres, ce museau frémissant, cette façon de s'arrêter et d'écouter l'espace avant chaque mouvement, regardez-la différemment. Pas comme un nuisible, pas comme une curiosité, regardez-la comme un cousin éloigné, comme la version vivante de ce que vous étiez il y a 100 millions d'années, comme la créature qui, dans l'obscurité d'une nuit jurassique, a fait le choix, pas un choix conscient, pas un choix délibéré, mais un choix inscrit dans la sélection de chaque génération, de survivre.
et dont la survie a rendu la vôtre possible. Les dinosaures ont régné pendant 166 millions d'années. Les mammifères ont attendu. Et l'attente, comme nous venons de le voir ensemble, était elle-même une forme de victoire, la forme la plus durable qui soit. Si cette histoire vous a fasciné, si elle a changé même légèrement la façon dont vous vous percevez dans le temps long de la vie sur Terre, dites-le dans les commentaires. Dites-nous quel moment de ce voyage vous a le plus surpris, quel fait vous a le plus déstabilisé, quelles questions il vous reste. Parce que les questions qui restent sont le moteur de tout. Elles l'ont toujours été. Depuis qu'un petit animal de 20 grammes a levé les yeux vers le ciel étoilé d'une nuit mésozoïque et que quelque chose, dans son cerveau en pleine expansion, a commencé à vouloir comprendre, sont le moteur de tout. Elles l'ont toujours été. Depuis qu'un petit animal de 20 grammes a levé les yeux vers le ciel étoilé d'une nuit mésozoïque et que quelque chose, dans son cerveau en pleine expansion, a commencé à vouloir comprendre,